Bonjour, merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette nouvelle conférence sur les nuits parisiennes. Je suis très heureuse de pouvoir entendre François Gannot, qui est chercheur au laboratoire Laïque, qui est un laboratoire du CNRS, qui est spécialiste des fêtes populaires, qui est spécialiste de la musique et qui a écrit notamment sur les bals publics à Paris. Et donc, c'est pour cela que nous l'avons invité aujourd'hui et que nous allons pouvoir l'écouter. Je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous et merci d'abord au comité d'histoire de la ville de Paris de m'avoir proposé de venir ici vous présenter une recherche qui pour moi est une recherche ancienne mais une recherche qui m'est très chère puisque ça a été la première. Sans doute, en effet, ai-je été sollicité de venir vous en parler en raison de la publication, il y a maintenant 30 ans, de cet ouvrage. Alors, je ne fais pas de publicité, l'ouvrage est aujourd'hui épuisé, très difficile à trouver, sauf sur le marché de l'antiquariat, et c'est très cher, mais ça fonde un petit peu la pertinence de ma présence. Ce que je constate, c'est que ce thème de la danse et du bal a été perçu par le comité d'histoire comme un thème tout à fait attractif et important, puisqu'il n'y a pas moins de 3 conférences qui ont été programmées. En juin dernier, celle de Corinne Legoix, qui s'appelait « Nuit masquée, nuit costumée, nuit des viveurs », à laquelle j'ai eu le plaisir d'ailleurs d'assister. Et il y aura donc en janvier celle de mon collègue Jean-Marie Bruzon sur la danse de société. Une danse dont les bases sont d'ailleurs communes à celles dont je vais vous parler, mais qui s'en distingue cependant de façon fondamentale du fait du cadre où elle se déploie, cette danse de société. Moi, je ne vais pas vous parler d'un lieu de sociabilité privée, je vais vous parler de ce qui lui est tout à fait antagoniste, c'est-à-dire le bal public. Mais comme Corinne Legoix et comme j'imagine Jean-Marie Bruzon, je vais vous parler de lieux, de danse et de personnes. Alors pas les mêmes lieux, pas tout à fait les mêmes danses et certainement pas les mêmes personnes, parce que moi je vais vous parler de danseuses et de danseurs qui sont des protagonistes d'un lieu public. En revanche, et c'est par ça que je vais commencer, tout le monde est inscrit dans des temporalités que je qualifie d'enchâssées et sur lesquelles je voudrais commencer par dire quelques mots. Il y a d'abord l'alternance quotidienne, très banale, du jour et de la nuit, de la lumière et de l'obscurité, même si l'éclairage artificiel tend de plus en plus, à Paris au XIXe siècle, à atténuer la loi naturelle. Il y a ensuite l'échelle saisonnière qui oppose l'hiver à l'été, comme elle bat le froid et le chaud, et puis encore les échelles du temps long, celle de l'année, celle de la mode, très importante, celle surtout peut-être du régime politique, dont aucun dans les décennies médianes du XIXe siècle ne parvient à fêter son 19e anniversaire. Enfin, en mode plus conceptuel, il y a l'échelle implacable, je dirais même irrésistible, du progrès, mesurable sous au moins 2 facettes, l'évolution des mœurs et la modernisation technologique, l'une stimulant ou favorisant l'autre, toutes deux suscitant une réprobation plus sonore qu'efficace. À côté de ces multiples échelles temporelles, il y a aussi une échelle spatiale, en perpétuel redimensionnement, dans un espace parisien soumis à 2 mouvements dont les effets se conjuguent. La dilatation, d'une part, c'est l'époque où Paris passe de 12 à 20 arrondissements par absorption de la plus proche banlieue. Or, il en résulte des modifications économiques, de sociabilité, de circulation, régissant toutes les 3 sur le territoire les loisirs collectifs. Par conséquent, le bal public n'est pas plus épargné que les autres aspects de la vie collective. Et puis, second mouvement, celui de la restructuration. Dès la monarchie de Juillet, mais plus encore bien sûr sous le Second Empire d'Haussmann, Paris est un chantier gigantesque et permanent qui affecte lui aussi, plus ou moins directement, mais de façon intense, les formes prises par ce loisir collectif qu'est la danse. Dans cette catégorie du divertissement public, le bal public, qui peut indifféremment trouver asile dans des établissements spécifiquement dédiés, comme dans des lieux dont ce n'est pas la vocation principale
et moins encore la raison sociale. Je pense à de très nombreux débits de boissons et aussi à un grand nombre de théâtres. Le bal public est devenu, à l'époque dont je vous parle, la vitrine, le symbole de la gaieté parisienne, pour reprendre le titre d'une fameuse musique de Jacques Offenbach. On pourrait même dire, pour employer un vocabulaire de marketing, que c'était l'article tête de gondole dans l'économie touristique en expansion à l'ère des expositions universelles. Je vous rappelle que Paris a accueilli 2 expositions universelles sous Second Empire, en 1855 et en 1867. Et donc c'est sur cette trame temporelle, spatiale, événementielle, que je vais vous proposer la narration et l'analyse d'une histoire qui est à la fois d'un renouvellement, d'un bouleversement et même d'une révolution des formes de la danse sociale, avec 2 tendances lourdes allant l'une et l'autre dans le sens de l'affranchissement. On a dit que le XIXe siècle avait été le siècle de la conquête de la liberté. C'est certainement vrai pour les hommes, et vous le verrez, ça l'est beaucoup moins pour les femmes. Donc 2 tendances lourdes. La première, c'est l'arrivée des danses en couple fermé qui ruinent le monopole des danses en ligne et à figure. Je détaillerai évidemment plus tard ces concepts. Ce qui a pu être interprété comme une prise de distance avec les valeurs communautaires et l'affirmation de l'individualisme. Deuxième tendance lourde, des danseurs et puis des danseuses prennent des libertés de plus en plus grandes avec les bonnes manières, leur comportement faisant entrer la danse sociale et le bal public dans le registre, je reprends les termes de l'époque, de l'obscénité et de l'immoralité. Et c'est la deuxième tendance forte, la sexualisation d'une pratique corporelle. On peut y voir la soupape d'un siècle corseté. C'est en tout cas sûrement une canalisation de l'exhibitionnisme et du voyeurisme masculin, mais qui renforce par réaction un discours moralisateur dont le principal ressort est le combat, la croisade contre l'invasion prostitutionnelle, là aussi encore un terme de l'époque, ou encore le péril vénérien, là j'ai employé des guillemets, toute expression qu'on rencontre beaucoup dans la littérature journalistique de l'époque et sur laquelle en particulier un très grand historien qui s'appelle Alain Corbin a beaucoup travaillé avec un livre qui est un classique qui s'appelle Les filles de Noste. Autrement dit, le constat a posteriori d'une période féconde pour l'enrichissement du catalogue de danse recouvre en fait une superposition d'intrigues et de tensions sociales, morales et politiques. Pour en rendre compte, le plan de mon intervention sera, je dirais, inévitablement chronologique. Je vais traiter successivement des années quadrille et chahut, en gros le début de la monarchie de Juillet, des années galop, les années qui suivent, et puis des années polka, donc ça c'est plutôt la fin de la monarchie de Juillet, et enfin des années cancan ou French cancan, qui se confondent pratiquement avec le Second Empire. Donc j'aborde sans tarder le premier temps, les années quadrille et chahut, et pour cela un petit détour indispensable par les usages très codifiés qui régissent les bals de Paris des 2 côtés des barrières d'octroi à la fin de la Restauration. D'abord, les jours de la danse et les heures du bal. Ils sont contingentés par les usages, notamment religieux, et par le mode de vie, sachant que c'est une époque où on parle encore, on redoute encore ce qu'on appelle les heures noires, donc la nuit parisienne, là encore référence à un maître-livre de Simone Delattre, qui a beaucoup évoqué justement ce passage d'une ville que l'obscurité de la nuit plonge dans un autre monde et comment cet autre monde a en quelque sorte été chassé par le développement d'un éclairage nocturne beaucoup plus efficace. Quand danse-t-on? Le dimanche après-midi, pas le samedi. Très souvent, en revanche, le lundi. Le lundi, c'est le jour de la Saint-Lundi des ouvriers. Et puis, le jeudi. Donc ça, c'est, je dirais, l'ordinaire. Et puis, il y a une période où on ne danse pas, encore, même dans un Paris déjà précocement déchristianisé, c'est le carême, donc du mercredi des Cendres au dimanche des Rameaux.
avec une seule exception le jeudi de la mi-carême. Et puis, il y a une semaine où, en revanche, on danse tous les jours. C'est la semaine grasse, la semaine qui précède le mercredi des cendres. Donc, vous le voyez, le calendrier liturgique et aussi un peu climatique est très important dans l'organisation de la danse, et il orchestre en particulier un balancement spatial. L'hiver, on danse au cœur de la ville et dans les faubourgs, dans des salles peu aérées, en fin d'après-midi ou en soirée. Là, on va voir si cette fois-ci je réussis. Oui, c'est bon. Donc dans des salles de ce type, qui s'appelle ici en l'occurrence le Prado, qui se trouvait île de la Cité, tout près du palais de justice. Et puis l'été, on gagne les jardins, les parcs de ville ou les enclos arborés des guinguettes de l'au-delà des barrières. Là, la danse commence plus tôt et se prolonge après dîner. Ici, c'est le bal de la Grande Chaumière, qui était le grand bal des étudiants à Montparnasse. Il n'existe évidemment plus. En revanche, il existe toujours une rue de la Grande Chaumière avec ses très beaux ateliers d'artistes. Donc, je vous le disais, l'exception dans cette organisation bien réglée, avec ce balancement ville-périphérie, nuit-jour, enfin après-midi et soirée, c'est Carnaval. C'est le seul moment de l'année où l'on danse la nuit. Parfois, d'ailleurs, dans certains établissements, la danse, le bal ne commence qu'à minuit et il se prolonge jusqu'à 5 ou 6 heures du matin. Alors, ce qu'on va constater, j'y reviendrai sous la monarchie de Juillet, c'est que les bals costumés, masqués, nocturnes de carnaval vont avoir tendance à déborder très en amont de la semaine grasse, jusque parfois début janvier. Et pour peu que Pâques tombe très tard, on peut avoir encore des bals masqués assez tard dans le courant du mois d'avril. L'opposition danse d'été, danse d'hiver impacte aussi la typologie des bals publics parisiens. Donc, vous avez vu les salles d'hiver, les jardins d'été. Ce qu'il faut retenir, même si la Grande Chaumière peut paraître assez vaste, c'est que ordinairement, les bals sont des locaux de taille modeste, voire petite. La Grande Chaumière, le Vauxhall, le Tivoli font tout à fait exception. En revanche, dès le début de la monarchie Juillet, on commence à voir s'ouvrir des salles plus grandes, mais à vocation mixte, à la fois salles de concert et salles de bal. C'est en phase avec la croissance des effectifs orchestraux. C'est l'époque où Berlioz commence à écrire ses immenses partitions pour de très très grands ensembles. C'est aussi l'époque où on voit émerger des chefs capables de s'imposer à la tête de ces phalanges. À noter enfin que le terme de guinguette, qui est encore très très en usage au début de la monarchie de Juillet, ne désigne pas que des bals situés extramuros, dans les communes suburbaines, hors barrière, et qu'elles ne sont pas forcément des bals champêtres. En fait, le terme s'applique à tout type d'établissement qui acquitte ses droits fiscaux, en l'occurrence ce qu'on appelle le droit des pauvres, au forfait et non de façon proportionnelle à la recette. 2 mots sur la musique, avant d'aborder la question des danses. Je viens de dire que dans certaines salles, on commence à avoir des orchestres de grande taille, mais ordinairement, c'est un tout petit nombre de musiciens qui fait danser le public. Le minimum, je dirais, c'est 3, mais c'est rare que le chiffre de 10 soit dépassé. Et les instruments les plus fréquemment employés sont le violon, comme dans les campagnes, un instrument à vent qui est souvent un flageolet et puis va devenir de plus en plus souvent une clarinette ou une flûte, et enfin une percussion qui permet de scander bien sûr les évolutions. Alors les danses. En apparence, et le plus souvent en réalité, le pluriel n'est pas de mise. Certes, la valse est parfois attestée, mais elles sont pratiquées à faible dose et elles restent à peu près inconnues dans les bals les plus populaires. Il n'y a donc essentiellement qu'une danse, fort longue, son exécution prend un quart d'heure, et c'est en fait une succession de 5 figures, elles-mêmes subdivisées en une série d'enchaînements. Cette danse est le quadrille dit français, qui est le dernier avatar de la non moins française contredanse, laquelle, cependant, est en fait une importation anglaise qui a réussi, parce que contredanse, c'est la translittération de country dance, qui était la danse en usage dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Elle est arrivée en France sous le règne de Louis XIV.
elle s'est naturalisée, elle s'est imposée, elle a évincé le menuet, et donc à la cour et à la ville, au temps de Louis XV, on ne connaît plus que la contredanse, dansée par 2 à 4 couples qui évoluent géométriquement en formant des figures renouvelées chaque saison. Ça qui est important, la contredanse est un type de danse, mais en fait, les maîtres à danser inventent chaque saison de nouvelles contredanses avec des noms et des musiques appropriées, et ça entretient d'ailleurs un marché éditorial très important, marché de partition, mais aussi marché de description, de schéma de la danse. Au moment de la Révolution, on en est, je dirais, toujours là, et c'est à ce moment-là qu'une première évolution se produit. La contredanse devient une danse beaucoup plus difficile. En quelque sorte, on se jauge, il y a une sorte de compétition dansée. Les techniques de pas employées sont assez proches de celles du ballet, et il faut donc rivaliser de talent pour être un danseur ou une danseuse reconnue. Le problème est que cette difficulté technique lasse la jeunesse fortunée, pas forcément les danseurs populaires. Et s'enclenche alors, on est à la fin de l'Empire, au début de la Restauration, un processus de décantation, alors, où les uns voient une simplification, d'autres un appauvrissement ou une rigidification. En tout cas, de ce processus de décantation est directement issu le quadrille français, soit une contredanse qui fait invariablement se succéder 5 figures: le pantalon, l'été, la poule, la pastourelle, et la finale. Alors la finale, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est effectivement sa dernière figure. Ce qui est amusant, c'est que au début de la monarchie de Juillet, on substituera à ce terme un peu passe-partout celui de Saint-Simonienne, puisque c'est effectivement l'époque où les disciples de Saint-Simon commencent à se faire connaître. Alors pour vous donner une idée un petit peu plus précise de ce qu'est le quadrille français, je vais vous lire une description qui est due à Jean-Michel Guilcher, un très très grand historien et ethnologue de la danse, et qui a consacré à la contredanse un ouvrage qui reste un classique. Je cite: « Le pantalon présente successivement au public 2 groupes de 4 exécutants. L'été, donc voici à quoi ressemble l'été. L'été permet d'examiner les couples un à un. La poule, compromis et résumé des 2 premières formules, fait alterner l'action à 2 et l'action à 4. La pastourale, ou Trenitz, détache successivement chacun des cavaliers pour une démonstration de soliste. Alors là, j'ajoute un petit point, c'est ce qu'on appelle le cavalier seul, point culminant de la performance, et nous reviendrons sur le cavalier seul. Enfin, donc, la finale, je recite à nouveau Jean-Michel Guilcher, tout en incluant souvent des actions de couple, commence et s'achève sur un chassé D8 qui affirme un peu tardivement l'unité de l'équipe et laisse l'assistance sur une impression de brio. On comprend qu'avec 5 figures, elles-mêmes succession d'enchaînements, on comprend que l'exécution de la danse dure pas loin d'1 quart d'heure. Ça explique aussi qu'elle soit payée à l'unité, les danseurs achetant des cachets ou des jetons. Vous en voyez 2 en bas de cette diapo. Il les achète à un mal nommé donneur de cachets, puisqu'il les vend, et qui est un peu, si vous voulez, l'équivalent du caller dans les bals québécois, c'est-à-dire celui qui va crier le nom des figures ou des enchaînements auxquels on va passer. Donc je vous l'ai dit, sous la Restauration, le quadrille est une danse en pratique abandonnée par l'élite, mais appropriée par le peuple, et qui, de fil en aiguille, se trouve détournée, ou peut l'être en tout cas, vers une sorte de parodie plus ou moins graveleuse. C'est un processus qui s'amorce à la toute fin de la Restauration, qui apparaît plutôt dans les faubourgs et dans l'extramuros, plutôt dans les guinguettes, et qui est, en tout cas au début, et en fait assez longtemps, une pratique exclusivement masculine, ou très peu s'en faut. Elle prend appui sur ce cavalier seul de la pastourelle, et c'est une improvisation débridée, une pantomime cocasse, licencieuse et éventuellement obscène, avec un effet d'émulation entre les 4 cavaliers que réunit une formation de quadrille. Alors ça peut donner quelque chose comme ça. Et ça peut durer, si les musiciens consentent à rejouer la ritournelle du cavalier seul, si l'assistance trouve ça plutôt à son goût, et surtout si un personnage que vous voyez sur cette litho
avec son bicorne, le sergent de ville, ou n'est pas là, ou regarde ailleurs. Parce que dans le cas contraire, il y a une interruption du bal, une tentative d'interpellation des contrevenants, éventuellement un tumulte, une bousculade, une petite émeute. Très tôt, en effet, la danse improvisée a été qualifiée d'indécente et sa pratique a été prohibée. Et en cas d'infraction caractérisée, en cas de flagrant délit, les danseurs ont pu s'exposer à des poursuites judiciaires, à des peines d'amende et d'emprisonnement. Application de l'article à l'époque 330 du Code pénal qui traite de l'attentat aux mœurs. Malgré donc ce dispositif répressif, le phénomène enfle durant toute la décennie 1830, avec deux traits caractéristiques. D'une part, il est plutôt bien documenté par ceux-là même qui le répriment ou qui tiennent la chronique policière ou judiciaire de cette répression. Il y a toute une littérature normative, des instructions de la préfecture de police en particulier, des correspondances administratives et surtout des comptes rendus de procès en correctionnel, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien, parus dans la Gazette des tribunaux, donc le grand journal judiciaire du XIXe siècle, de novembre 1829 à début 1841, j'ai recensé 40 articles uniquement consacrés à cela, et dans d'autres revues comparables, on peut également en retrouver. Alors, bien entendu, cet échantillon n'a aucune représentativité statistique. Ce qu'on constate aussi, c'est que la relation d'un procès pour danse indécente, c'est ce qu'on appelle en termes de presse un marronnier, avec ses ficelles, ses clichés, ses ressorts narratifs. Mais qualitativement, le corpus est très très intéressant. D'abord, il suggère que ce type d'affaires inclinait plutôt au rire qu'à l'indignation, et il renseigne moins sur la fréquence que sur la constance. En effet, malgré la répression, on ne note pas de régression de la pratique, qui au contraire s'enracine, se banalise et de plus en plus tacitement admise. Ce dont témoigne la diversité socio-professionnelle des prévenus, beaucoup de militaires, qui ont leur bal de garnison à Grenelle ou à Vincennes, mais aussi des ouvriers, des domestiques, des artisans, des étudiants, bien sûr. Et j'y insiste, très très peu de femmes, en revanche. C'est un peu logique, puisque le cavalier seul ne fait normalement intervenir que les danseurs, que les cavaliers. Dans certains cas, néanmoins, on voit des transgressions tentées par des grisettes ou par de très rares prostituées, et bien mal leur en prend, parce que ce sont elles, prioritairement, si j'ose dire, qui sont condamnées à des peines d'emprisonnement, la plupart des autres prévenus s'en tirant avec une amende, voire avec une relaxe. Alors, deuxième chose à dire à propos de ce phénomène, c'est qu'il finit bien sûr par enclencher un processus de dénomination. Indécente, la danse ne saurait rester innommable ou n'être désignée que par le qualificatif de prohibé, à la fois dépréciateur et circonscrit à la sphère policière. Dès 1831, les désignations de chahut et de cancan sont attestées. Le premier terme, alors du genre féminin, semble plus fréquemment employé. Son étymologie est assez difficile à démêler. Et ça pourrait aussi bien dériver de l'oiseau de nuit, le chat huant, que d'une transposition, déformation en français, de l'espagnol cachucha. Ce qui est certain, c'est que la cachucha est une danse popularisée au théâtre à l'époque, fin de la monarchie de Juillet, fin de la Restauration, début de la monarchie de Juillet. Elle est dansée notamment par la fameuse Fanny Hessler, mais Fanny Hessler ne se produit à Paris qu'en 1834, et c'est bien avant qu'on commence à avoir employé le terme de chahut pour désigner la danse improvisée. Alors, la question de fond, bien sûr, c'est la pertinence du qualificatif, du grief d'indécence. N'a-t-on pas tout simplement affaire à une exubérance? On n'est pas aidé par la majorité des observateurs de l'époque qui ne font guère dans la nuance et qui en même temps ne sont pas très précis. Alors, il y a une exception intéressante que je vais vous citer. C'est un chroniqueur anonyme et tardif, parce que le texte est de 1841, qui a publié un article dans la très sévère Revue et Gazette musicale de Paris, celle où Berlioz écrivait, et il livre une analyse éclairante que voici. Les inventeurs de danse prohibées ont compris qu'il y avait dans le quadrille un cadre pour le drame, et ce drame, ils ont voulu l'y mettre, ils ont voulu le jouer. Pour cela, qu'ont-ils fait?
Ils ont traité la contredanse comme un de ces canevas de pièces italiennes que brôlent les acteurs, suivant leur esprit et leur talent. Chaque danseur s'est mis à improviser une espèce de dialogue mimé d'une expression très vive. Au lieu de figurer tout uniment avec le plus d'élégance et de grâce possible, ils ont inventé des mouvements de pieds, des mouvements de bras, des mouvements de tête. Plus de formes convenues, plus de routine, plus d'uniformité. Au contraire, c'est un assaut de pantomime spirituelle et comique, un feu roulant de saillies muettes. En un mot, dans ce système, la contredanse est une forme dramatique où chacun improvise suivant son génie et met en relief son individualité. Cette chute est intéressante parce que l'individualité, l'individualisme, c'est sans doute quelque chose qui est au cœur du phénomène chorégraphique qu'on verra un petit peu plus loin, qui est l'apparition des danses en couple fermé. J'en arrive au deuxième temps, celui du galop. Et ça va m'amener à reparler du carnaval parisien. Le cinéphile songe irrésistiblement à ce propos à la dernière séquence des Enfants du Paradis, qui est effectivement une reconstitution admirable de cette période où s'inversent les rapports entre le jour et la nuit, l'usage en voie publique, espace privé, circulation extramuros. On assiste bien à un réveil du carnaval parisien sur le marché de Juillet, qui est sans doute un des symptômes de la nervosité politico-sociale de l'époque. Cependant, de 1833 à 1840, ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste à un déplacement de l'action principale. Au début, elle est surtout dans l'espace public et surtout du côté du Faubourg Saint-Martin et de la banlieue nord-est, l'actuel 19e arrondissement, et on va voir un recentrage du côté des Italiens. Au début de la monarchie de Juillet, les éléments les plus forts du carnaval se déroulent tout près de la barrière de la Courtille. Alors, côté Belleville, dans une fameuse guinguette qui s'appelle les folies des Noyers, enfin le bal des Noyers, et puis surtout à la barrière qui ferme, qui fait le passage entre le haut de la rue du Faubourg Saint-Martin et la rue de Paris du Belleville de l'époque, la barrière de la Courtille. Or, le matin du mercredi des Cendres, l'usage veut que les masques s'amassent à la barrière de la Courtille et rentrent dans Paris en hurlant dans une espèce de flot de personnes. Alors, la descente de la Courtille, comme on l'a appelé, a été particulièrement bien traité. C'est un thème iconographique très, très important. Donc, je peux vous montrer d'autres représentations, d'autres gravures tout à fait intéressantes. C'est une manifestation qui trouve rapidement ses héros, en particulier un personnage qui s'appelle Chicard, qui était dans le civil un négociant parisien, et puis son compère, Milord Larsouille, qui était un faux anglais mais un véritable aristocrate, et qui, dans son carrosse, prenait à son bord de très nombreux masques. Mais alors là, c'est un dessin de Daumier qui est particulièrement réussi, et un tableau encore plus extraordinaire, je trouve, que tous ceux que j'ai pu vous montrer précédemment. Mais venons-en donc à ce déplacement, à ce recentrage sur les théâtres, et en particulier sur le premier d'entre eux. La monarchie de Juillet redonne aux Parisiens le goût des bals masqués et costumés. Beaucoup dans les théâtres, ils s'en donnent à l'Odéon, à la Porte Saint-Martin, aux Variétés, à l'Ambigu, à l'Opéra Comique, et la liste pourrait s'allonger, mais aussi et peut-être surtout à l'opéra. L'opéra qui a été le siège du premier bal public parisien, créé sous la Régence dès 1716. Sous la Restauration, il y a toujours un bal à l'opéra, mais c'est un bal très compassé qu'on appelle le bal d'usage, dont on a une représentation alors, très décalée chronologiquement, parce que ce magnifique tableau de Degas date bien sûr du Second Empire, mais ce qu'il montre est tout à fait présent. On voit des gens en habit, et non, très peu de gens costumés, et au maximum, on voit des femmes qui portent le domino. Donc ce bal dit d'usage est un bal où on ne danse pas et où on se contente d'intriguer, c'est-à-dire d'aborder les gens pour dire « tu me reconnais, tu ne me reconnais pas », etc. Le retour
à l'opéra, à un bal costumé et dansant, et masqué, s'effectue en 2 temps, toujours sous l'impulsion d'une figure, aujourd'hui oubliée, mais alors centrale dans la vie musicale et nocturne de Paris. Je veux parler du chef d'orchestre et compositeur Philippe Musard, 1792-1859. Il est probablement l'inventeur à Londres des concerts promenades qu'il importe à Paris au tout début de la monarchie de Juillet, et c'est lui qui a fondé une de ces premières salles d'hiver dédiées aux concerts et aux bals dont je vous ai parlé. Il a réuni un orchestre de 100 musiciens, et c'est donc vraiment un animateur essentiel de la vie musicale et dansante de Paris. Après avoir brièvement dirigé les bals costumés du Théâtre des Variétés, il est appelé à l'Opéra en 1834, où il dirige une variante des bals d'usage qu'on appelle des bals spectacles, où on exécute des morceaux à grand orchestre, des mascarades et des tableaux vivants. Mais en 1837, avec la complicité du directeur de l'opéra, coup de force, il impose pour le Mardi Gras un vrai bal dansant. Succès énorme, scandale non moins énorme. On le met en pénitence pendant 2 ans, et puis revirement complet des autorités qui, en 1840, lui livrent l'opéra. Et pendant 14 ans, Philippe Musard va être effectivement le maître de bals qui vont donner à peu près ça. Donc là, il y a des saints de Gavarnie et de Cham. Alors, vous avez une autre... Alors ça, c'est un portrait-charge de Dantan, une petite statuette qui vient de Carnavalet. Alors, Musard était connu pour sa laideur et pour son énergie. Et puis très vite, il instaure des usages dans ce bal masqué qu'il dirige. Il tire au pistolet pour lancer le départ d'un quadrille, il casse des chaises, et à la fin de la soirée, on le porte en triomphe. Enfin, c'est ce que montre ce dessin. Mais tout ce cérémonial a aussi une dimension dansante. Et le point culminant du bal masqué à l'opéra, c'est le galop final, qui est au départ une danse de couple en pas chassé et qui devient cette cohue extraordinaire. Donc là encore, c'est une litho de Nomier, et on en a une autre postérieure de Gustave Doré. Alors c'est un peu moins lisible, mais ça donne la même idée de grand remue-ménage. Alors à certains égards, le galop, c'est tout le contraire de la chahut. On avait d'un côté un solo masculin, de l'autre on a une cohue de couple mimant une cavalcade. Le galop, c'est une sorte de farandole furieuse qui active le ressort de la confusion des sexes et des genres que le carnaval autorise. Je peux vous montrer encore une gravure qui est d'origine autrichienne, puisque c'est le galop version Strauss, père et fils. Mais c'est un petit peu mieux organisé qu'à l'opéra, mais c'est quand même assez, assez, voilà. Donc, on poussait devant, un chaud devant. Et c'est la même... Mais je dis à mon sens, il y a plus complémentarité qu'opposition entre la chahut et le galop, puisque c'est la même exubérance fusionnelle qui se donne libre cours. J'en arrive au temps 3, les années polka. Au début des années 1840, le répertoire des danses pratiquées dans les bals publics parisiens reste quand même extraordinairement resserré. Le fonds de commerce, si j'ose dire, c'est encore et toujours le quadrille, chahutant ou non, et il est à peine flanqué de cet extra de carnaval qui est le galop et de cette danse auxiliaire très confinée qui est la valse. La situation, en fait, est figée pratiquement depuis 2 décennies. Or, brusquement, le tempo s'accélère et c'est une révolution qui est très précisément datable qui s'enclenche. À l'hiver 1844, en plein carnaval, fait irruption de façon tout à fait indiscrète, au contraire, une nouvelle danse dans les bals publics parisiens, c'est la polka. Et on voit fleurir l'expression de polkamanie, d'un moindre bon goût de polka morbus, c'est de dire que son succès est irrésistible. Il est au fond comparable à celui que rencontreront le rock, le twist ou la lambada dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, objectivement,
ça dépasse un peu l'entendement quand on regarde ça aujourd'hui. La polka, c'est une danse à deux temps, vous avez peut-être dansé, hein, un tournoiement rapide sur un pas des plus simples. La formule en tant que telle, elle n'est pas inconnue, puisque, comme la valse, c'est une danse en couple fermé. Mais ceci explique peut-être cela. Techniquement, la polka, c'est plus facile que la valse. Et le tournoiement qu'elle instaure crée une proximité moins vertigineuse avec le partenaire. Il y a un moindre risque d'abandon, de perte du self-control. C'est aussi entraînant que le quadrille, mais ça donne, et ça c'est important aussi, ça donne aux danseurs une bien plus grande liberté dans les parcours, d'un bout à l'autre du plancher de balle. Alors qu'un quadrille, comme vous imaginez, hein, des formations de quadrille, 8 danseurs, enfin 4 danseurs, 4 danseuses, ils ont besoin d'avoir un espace relativement circonscrit pour pouvoir faire leurs évolutions, alors qu'avec une polka, pas du tout. On peut effectivement se lancer au travers de la salle, à parcourir d'un bout à l'autre, évidemment en essayant de ne pas cogner les autres danseurs. Mais cette libération dans les circulations, je pense, a beaucoup contribué au succès de la polka. Bon, et par ailleurs, même si des observateurs du temps n'insistent pas trop là-dessus, il y a bien la promotion du couple. Autrement dit, l'affichage public d'une intimité, le temps d'une danse ou d'une vie, ce qui, auparavant, même en ville, même dans la capitale du pays, était hors de propos, sinon intolérable. C'est donc bien une petite révolution culturelle, annonciatrice ou révélatrice d'une révolution des mœurs et des mentalités. C'est en tout cas la thèse de Jean-Michel Kilcher que, encore aujourd'hui, je suis assez tenté de reprendre à mon compte. L'arrivée de la polka, c'est vraiment un tournant majeur dans les formes de la danse sociale, car d'une part, elle relance et elle impose définitivement la valse, et ensuite, dans son sillage, d'autres danses en couple fermé rencontrent les suffrages des danseurs parisiens, à raison d'une ou deux danses nouvelles par saison. On voit ainsi arriver en 1845 la mazurka, peu après la varsovienne, puis la scottish, et puis je pourrais continuer longtemps ce catalogue. Le succès de ces danses est un phénomène d'opinion, un succès de librairie. Alors avec un discours dont je vous ai déjà dit qu'il faisait l'impasse sur cette caractéristique formelle perçue ex post comme essentielle, la fermeture du couple, mais qui insiste en revanche, et ça c'est très intéressant, sur l'origine à la fois populaire et étrangère de ces danses. Elles sont toutes présentées comme des importations de l'Europe centrale ou orientale, Allemagne, Bohême, Pologne, Hongrie. L'exactitude, la véracité de ces informations importe assez peu. À dire vrai, il est très probable que la majorité de ces danses sortent des cours de danse de professeurs installés à Paris comme Henri Cellarius. Mais c'est un indice d'une xénophilie chorégraphique qui est aussi constante qu'ambiguë. Constante parce que c'était le même ressort qui avait joué bien avant, du temps du Grand Roi, pour la country dance devenue la contredanse. Mais qui est un autre exemple d'importation-naturalisation réussie. Mais est-ce que cela veut dire, et c'est en cela que cette xénophilie est ambiguë, ça veut dire que l'on veut ainsi démontrer que le génie français, comme on dit à l'époque, anoblit, enrichit et universalise tout ce qu'il adopte. Autre trait intéressant, c'est le fait qu'à l'anglomanie des XVIIe et XVIIIe siècles succède, romantisme oblige, une réelle fascination pour les mondes germaniques et slaves. Et c'est pourquoi il faut prêter attention à cette figure obligée de l'exotisme qui est fondamentalement un orientalisme, mais aussi un syncrétisme concrétisé par la création, confiée à des Parisiennes délurées, de danses est-européennes dans des décors mauresques. En fait, deux Orients fascinent les Parisiens au temps de Louis-Philippe et de Guizot. L'Orient européen et romantique, littéraire et musical, et puis l'Orient méditerranéen, et spécialement l'algérien, dans un contexte de conquête, de soumission, de colonisation d'un pays, mais aussi d'appropriation de ses procédés mauresques, de ses procédés décoratifs, en particulier le style mauresque, dont d'ailleurs le théâtre du Rond-Point, qui n'est pas loin, est un assez bon témoignage, un peu fossilisé. Il y a une corrélation forte, chronologique bien sûr, mais pas que cela,
dans l'émergence presque simultanée d'une nouvelle famille de danse, la polka et ses succédanés, d'un nouveau genre de bal d'été marqué par un style décoratif qui emprunte beaucoup justement au style mauresque, nouveau bal où le meilleur accueil est aussitôt réservé aux danses nouvelles, et enfin d'une nouvelle catégorie d'acteurs, ou plutôt d'actrices, dont le comportement affecte le déroulement d'une soirée de bal. Tous ces éléments-là, toutes ces évolutions, elles sont concentrées d'une façon que je qualifierais de chimiquement pure dans un établissement dont nous parle beaucoup d'ailleurs l'exposition de l'Hôtel de Ville. Je veux parler du Jardin Mabille, ouvert tout près d'ici, avenue Montaigne. Ce Jardin Mabille, c'est d'abord une réussite architecturale et décorative, car il conjugue le style mauresque à la modernité des matériaux, il y a beaucoup de fonte, et à l'éclairage systématiquement au gaz. Alors voici l'entrée du Jardin Mabille sur l'avenue Montaigne, voici l'intérieur avec le kiosque pour l'orchestre. C'est une révolution énergétique qui permet de voir, presque comme en plein jour, et d'afficher un luxe inédit. C'est aussi un tour de force parce que le jardin est de taille relativement modeste et donc cette conjonction donc, de l'éclairage au gaz et d'un espace dont on tire le meilleur parti, on en voit la trace, vous voyez, dans ces allées de girandoles ou dans ces palmiers lampadaires. Donc les palmiers en question, ils sont en fonte et ils servent aussi à la fois à l'éclairage, à la décoration. Mabille, c'est un établissement de danse qui innove dans au moins 5 domaines. Par le quartier où il s'installe, les Champs-Élysées. Auparavant, les Champs-Élysées n'étaient pas du tout un des hauts lieux du Paris festif. Deuxième innovation, le report de l'ouverture en soirée, parce que c'est évidemment en soirée seulement qu'on peut voir, qu'on peut allumer tous ces éclairages et donc produire l'effet de sidération recherché. Troisième innovation, les jours d'ouverture qui sont inusuels. Il y a toujours le dimanche, mais le bal ouvre le mardi au lieu du lundi et le samedi. Quatrième innovation, la politique tarifaire élevée, ce qui en interdit l'accès aux jeunes ouvriers et même aux étudiants. Et d'ailleurs, au contrôle, il est affiché, le bonnet et la casquette ne sont pas admis. Enfin, cinquième innovation, l'attraction qu'il programme, même s'il ne l'inscrit pas sur l'affiche, et qui est le spectacle faussement improvisé des célébrités chorégraphiques. Célébrités des deux sexes, mais à la différence des adeptes de la chahut, très majoritairement féminines, comme on peut le voir dans cette gravure qui parle des reines de Mabille, et de l'une d'elles qui est Céleste Mogador, ou dans cette gravure coloriée qui est postérieure, elle est du Second Empire, mais la scène qu'elle montre, on la voyait déjà en 1844-45, durant les premières saisons du bal Mabille. Alors, ces célébrités des deux sexes, et on a aussi un Brididi à côté d'une Rose Pompon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent les surnoms sont inspirés par l'actualité coloniale. On a ainsi un couple formé de Pritchard et de la reine Pomaré. Et puis, je vous ai montré juste avant Céleste Mogador. Évidemment, Mogador, c'est par référence à la prise de la ville. D'ailleurs, cette reine des bals publics, selon son appellation, qui était née Élisabeth Venard et qui sera plus tard la comtesse Lionelle de Chabriand, consul général de France en Australie, était une personnalité de grande envergure qui a vécu plusieurs vies. Et dans l'une de ses vies, à la fin du Second Empire, dans sa villa du Vésinet, elle a reçu le compositeur Georges Bizet. Revenons aux célébrités chorégraphiques prises dans leur globalité. Ce qu'elles dansent, comme on peut le voir dans cette gravure, donc c'est une chahut en couple très ouvert, et encore là, avec le fameux lever de bottines au-dessus de la tête du cavalier. Il n'y a guère de spontanéité dans ces élans. La prestation est sans doute programmée, voire rémunérée par les frères Mabille. En pratique, à ce moment-là, le bal s'interrompt, et c'est le public, surtout masculin, qui est celui qui est venu au bal Mabille d'abord pour voir ce moment de la soirée. Donc le bal s'interrompt et devient brièvement, au début, un peu moins ensuite,
un spectacle. Alors, ces danseuses de Mabille, ces reines de Mabille, ne sont évidemment pas des dames comme il faut. Elles appartiennent à la fraction la moins brillante du demi-monde, c'est-à-dire qu'elles relèvent du monde de la prostitution. Ce sont ce qu'on appelle à l'époque des filles encartées, c'est-à-dire des prostituées fichées par la préfecture de police. Et ça, c'est confirmé par le récit des mémoires que Mogador a publié, Céleste Mogador, je vais y arriver, devenue la comtesse de Chabrillon, a publié en 1854 sous le titre d'Adieu au monde. Donc là, je vais vous lire un petit extrait de ces mémoires qui prouve qu'elle était parfaitement consciente de ce à quoi elle était soumise. Elle est charmante, disait Léon Melorgnan. Vous allez voir comme elle danse bien, disait l'autre. Quelle souplesse, comme elle est gracieuse. Voilà ce que me répétaient en masse ces gens qui me méprisaient, qui peut-être me trouvaient affreuse, ridicule. Mais ils m'excitaient, je les amusais. Et je pense que l'excitation était évidemment à double sens. Alors venons-en enfin au quatrième temps, ce que j'ai appelé donc les années Cancan. La chronique des bals publics et de la danse sociale à Paris sous le Second Empire, donc on a effectivement enjambé la Seconde République. Donc cette chronique, elle consiste à alterner offensive licencieuse et accès de raidissement moralisateur. Pour la presse et pour l'édition, le bal est un inépuisable sujet de dénonciation, autant qu'il avait été de célébration sous le régime précédent. On voit paraître des salves d'articles, d'essais ou de romans, entre autres le Germini Lacerteux des Goncourt, dont la malheureuse héroïne est une bonne qui se perd en fréquentant le bal de la Reine Blanche à Montmartre. On ne cesse donc, dans ses écrits, ses livres, ses articles, d'inscrire le procès du bal présenté comme un lieu de dépravation infréquentable, fonctionnant en symbiose avec le bordel. Déplorer l'impossible conciliation de la décence et de la danse publique vire au lieu commun. Et on peut constater que ce climat est peu propice à l'innovation. De fait, les décennies 1850 et 1860 font plutôt dans la répétition, voire dans la régression. Typique de celle-ci, le lancement en 1857 du quadrille des lanciers, qui est avant la lettre une mode rétro. Alors, le quadrille des lanciers, comme l'ancestral country dance, c'est une importation anglaise, comme elle bien accueillie par une opinion dont la récente guerre de Crimée avait stimulé l'anglophilie. Alors, la formule est un rafraîchissement du vieux quadrille, qui sont des marques assez pour ne pas donner l'impression d'une redite, mais comme lui, ce sont 5 figures dansées par 4 couples, chacune étant exécutée 4 fois, d'abord par 2 couples, puis alternativement par un cavalier et la dame de vis-à-vis. C'est autant un jeu de société qu'une danse, et d'ailleurs un contemporain a plaisamment résumé le quadrille lancier comme, je cite, la conjugaison du verbe se saluer avec les jambes. Il est essayé et unanimement adopté dans les bals publics de tout type. De même, la musique qui lui est associée accède à la consécration que symbolise sa reprise par les orgues de barbarie. Pour autant, la fabrique de danse en couple fermé n'est pas mise en faillite. Elle est reprise au contraire par des maîtres à danser, tenanciers de cours, bals, qui sont parfois un peu, je parle des maîtres en question, un peu proxénètes, mais avec une imagination chorégraphique jamais prise en défaut. Alors le parangon de ces professeurs s'appelle Maurice Meyer, dit Markowski, donc qui s'est inventé un nom polonais tout à fait de fantaisie, et il est l'inventeur très imaginatif de la friska, de la lisbonienne, de la hongroise, de l'impériale, de la chasseuse. Non, je ne t'ai plus, il y en a toujours. Voilà. Ce sont des danses d'une saison, en fait, dont seule a surnagé un peu plus longtemps la redova, qui est une danse à 3 temps, bâtie sur des emprunts à la mazurka, à la valse et à la polka. Le quadrille et le quadrille des lanciers, comme les danses en couple fermé, sont des danses pour
fondamentalement quand même des danses pour cavaliers et leurs dames, donc destinées au public qui vient au bal pour danser. Mais ce n'est pas à ce public-là que les faiseurs d'opinion prêtent attention. Le phénomène le plus visible, en tout cas celui qu'ils relèvent et commentent le plus, c'est l'accentuation de la tendance à la spectacularisation graveleuse dont le Jardin Mabille avait été la matrice et dont il restait l'un des hauts lieux. La surenchère était inévitable, et pour ce qui est de la réputation scandaleuse, la palme est conquise à partir de 1859 par un nouvel établissement, le Casino Cadet, installé dans la rue éponyme, et d'ailleurs dans l'immeuble dont une partie est occupée encore aujourd'hui, avec une façade sur rue entièrement refaite. C'est pour ça que je ne montre pas l'apparence extérieure, mais uniquement cette gravure qui, si tout va bien, voilà, nous renseigne sur ce à quoi il renseigne. Voilà, donc le Casino Cadet au moment de son ouverture. Alors, c'est un établissement remarquable, pas tant par son décor que par deux caractéristiques, dont l'une est nouvelle et l'autre une accentuation. Ce qui est nouveau, c'est l'indifférenciation des lieux, la perte de sens des anciennes oppositions que je vous avais présentées au début de mon exposé entre salle d'hiver et bal d'été. D'une part, parce que l'urbanisation a tellement progressé que la terminologie de bal champêtre est pour le moins décalée, en tout cas elle ne signifie plus grand-chose. Ensuite, parce que la déchristianisation a affadi par contre-coup la période carnavalesque. Le carnaval a beaucoup moins d'importance sous le Second Empire que sous la monarchie de Juillet. Et enfin, la généralisation de l'éclairage artificiel dans les salles de bal, bien sûr, mais surtout dans la rue, sur la voie publique, a entraîné un déport des bals de plus en plus tard en soirée. Et les bals de nuit sont maintenant donnés à n'importe quel moment de l'année. Alors, évidemment pas partout, surtout dans les gros établissements, les établissements fréquentés par la clientèle touristique et la clientèle étrangère et la clientèle argentée, mais c'est quelque chose que l'on constate en tout cas. C'est donc dans ce contexte que le Casino Cadet forge en une saison sa réputation sulfureuse sur les prestations appointées d'une ancienne prostituée qui s'appelait Marguerite Badel, mais qui est passée à la postérité sous le nom très poétique de Rigolboche. Alors, Rigolboche, donc, elle danse en levant la jambe et en montrant ses dessous, c'est-à-dire elle lance le French cancan. À dire vrai, c'est moins le début que la fixation canonique de cette forme de danse. Et au passage, à l'époque, on dit cancan et pas encore French cancan. Mais c'est bien les exhibitions de ces nombreuses émules qui vont imposer la formule et qui aussi forgeront les souvenirs du Gai Paris remportés chez eux par les touristes étrangers venus visiter l'exposition universelle de 1867. Vous vous rappelez alors je ne sais plus si c'est le Brésilien ou si le baron de Gondomar qui veut s'en fourrer jusque-là. Eh bien, c'est faire partie des choses dont on va se fourrer jusque-là. Alors, Rigolboche, comme Céleste Mogador, a publié ses mémoires. La différence avec Céleste Mogador, la comtesse Lionel de Chabriand, c'est que Rigolboche n'a rien écrit. Ce sont deux publicistes, Louis Huard et Ernest Blum, qui lui ont prêté leur plume. Et ces mémoires de Rigolboche, publiées en 1860, au moment de l'annexion des communes suburbaines et du passage de 12 à 20 arrondissements, on change vraiment de Paris. Donc ces mémoires ont été un des plus gros succès de librairie à Paris en 1860. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous ai mis cette affiche amusante, c'est que la notoriété de Rigolboche, finalement, a franchi le cap du siècle et a donné aux scénaristes l'idée de proposer à Christian Jacques le scénario d'un film qui s'appelle Rigolboche. Alors, ça n'a absolument rien à voir, ça ne se passe pas du tout sous le Second Empire. Rigolboche est évidemment une femme extrêmement vertueuse, même si les hasards de l'existence l'ont amené à quelques déportements, puisque c'est Mistinguett herself qui l'interprète. Voilà. Écoutez, j'ai presque épuisé mon temps de parole. Je vais donc conclure en insistant sur le fait, au terme de ce survol des pratiques de danse dans les bals parisiens du XIXe siècle, en insistant sur le fait qu'au fond, la danse sociale
a été, durant ces décennies que nous avons parcourues un peu au pas de charge, sinon de galop, a été donc vampirisé par la théâtralité. C'est d'ailleurs assez logique, puisque c'est l'époque où on a beaucoup dansé dans les théâtres. Mais de façon plus significative, à mon sens, les dispositifs scénographiques tels qu'ils ont évolué, tels qu'on peut le percevoir avec les gravures qui nous renseignent sur le décor des bals, eh bien, les dispositifs scénographiques ont été, eux aussi, alors non pas la transposition de ce qu'on peut voir dans un théâtre, mais ils ont été conçus de façon à en faire un lieu de spectacle autant qu'un lieu de pratique sportive, enfin sportive, de la danse. Hein. Et au fond, dans une de ce qui avait été une guinguette de Montmartre et qui est devenue l'Élysée Montmartre, on retrouve ces mêmes codes. C'est-à-dire, la salle de bal devient une arène de danse avec une scène ceinte par un promenoir surélevé qui permet de jeter une vue plongeante sur les déhanchements et les autres levées de bottines des danseuses du cru. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que chacun des moments que j'ai découpés durant cet exposé associe un lieu, un décor et une danse. La chahut, c'est la guinguette, soit des faubourgs, soit des banlieues. Le galop, c'est l'opéra, bien sûr, et les autres théâtres. La polka, c'est Mabille. Le casino cadet, le cancan, enfin, c'est le casino cadet. Et à chaque fois, dans les guinguettes, il n'y a pas... je veux dire, tout le monde est de plein pied. Éventuellement, les musiciens sont sur une estrade, mais tout le monde voit à hauteur d'homme. Évidemment, à l'opéra, avec les rangées superposées de balcons, de corbeilles, c'est un petit peu différent, mais c'est un peu fait pour ça. Et effectivement, aller contempler au poulailler, à l'amphithéâtre tout en haut, le galop final, ça devait être quelque chose d'assez extraordinaire, et on voyait une masse. C'est avec la polka, avec Mabille, avec le casino cadet, que ce dispositif scénographique de promenoir surélevé, que l'on voit donc cette logique d'un divertissement organisé moins pour un plaisir collectif que pour un voyeurisme masculin qui s'instaure et qui s'établit. Le public consent, enfin le public masculin consent, quand il ne le réclame pas, une distribution des rôles qui va isoler quelques vedettes de la foule des figurants venus applaudir leur numéro ou s'en divertir. Les exhibitions de danse deviennent des articles de Paris, une représentation de ce Paris grivois qui émoustille les touristes étrangers ou provinciaux, voire évidemment des Parisiens. Et ainsi se crée, sous le Second Empire, un topos qu'on peut longtemps suivre à la trace, même s'il perd en vieillissant de sa charge scandaleuse. Après Rigolboche, on va avoir la Goulue. Donc vous avez une photo d'elle levée de bottines, et puis bien sûr un des magnifiques traitements figuratifs qu'on a fait Toulouse-Lautrec. On voit rapidement, c'est esquissé dans cette magnifique affiche ou peinture, que le lieu n'est plus vraiment un bal, pas encore tout à fait un music hall. Et tout cela va hanter la mémoire du fils d'un autre peintre de la même génération. Je veux parler bien sûr de Jean Renoir et de son French Cancan. L'affiche est un photogramme du final de ce film. Alors c'est un film formidable, merveilleux, extraordinaire. N'empêche que même sous cette forme atténuée, voire attendrie, le cinéma des années 50 perpétue une représentation de la femme qui me semble difficilement soutenable encore aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je voulais savoir deux choses. Le fameux lundi des ouvriers, ça me semble étrange parce que le lundi, un jour ouvrable, on va danser dans l'après-midi, puisque je pense que c'était l'après-midi, si j'ai bien compris. Deuxième chose, les fameux jetons qu'il fallait acheter pour aller danser le quadrille. Ça veut dire qu'il fallait payer pour aller danser. Là, je n'ai pas très bien saisi.
Et puis la dernière des choses, c'est avant Musard. Et c'est les innovations. Le spectacle, est-ce qu'il se faisait sur scène et les gens qui venaient au bal regardaient, ou il y avait vraiment déjà de la danse un peu olé olé? Alors, dans l'ordre. La semaine de travail au XIXe siècle, qui n'était pas du tout soumise à l'influence anglaise, faisait que le samedi était un jour ouvrable et travaillé. Le lundi l'était aussi, sauf que c'était un usage attesté que beaucoup d'ouvriers d'atelier considéraient que le dimanche, seul jour normalement chômé, ça leur avait pas suffi, et donc ils allaient et ils faisaient ce qu'on appelait la Saint-Lundi. Alors, il y a beaucoup de chansons traditionnelles sur ce thème-là d'ailleurs. Donc alors, autrement dit, ça n'était pas une pratique consentie, mais beaucoup de chefs d'atelier devaient se résigner à ne pas avoir toute leur équipe dans l'atelier le lundi, parce que beaucoup allaient donc à la guinguette ce jour-là. Et c'est sans doute parce qu'ils étaient certains d'avoir une pratique que beaucoup de tenanciers de bal public donnaient bal le lundi, effectivement dans l'après-midi ou en début de soirée. Alors, les cachets ou les jetons. En effet, dans certains bals, pas dans tous, il y a des bals, en fait, il y avait des bals où l'entrée était payante, et une fois qu'on avait payé son entrée, on avait éventuellement, bien sûr, comme dans les boîtes de nuit aujourd'hui, à payer des consommations, mais on n'était plus, je dirais, amené à débourser pour danser. Mais dans beaucoup d'autres établissements, au contraire, effectivement, on payait les danses à l'unité. Donc il y avait ce fameux donneur de cachet qui circulait entre les danseurs, assis ou debout. Évidemment, c'était les hommes uniquement qui achetaient ces cachets. Les femmes, comme d'ailleurs aujourd'hui encore dans beaucoup de boîtes de nuit, les femmes ne payaient pas. Mais donc ce donneur de cachet vendait ces fameux jetons. Et pour figurer dans un quadrille, eh bien, on rendait au donneur de cachet le jeton qu'il avait vendu. Alors, ce qui rendait en tout cas admissible cet usage qui a duré longtemps, des jetons comme ceux que je vous ai montrés. Il y a un collectionneur fameux qui leur a d'ailleurs consacré un ouvrage, et il s'appelle Lucien Lariche. Il a publié ce livre il n'y a pas si longtemps. Alors c'est un collectionneur, ce qu'il a réussi à acheter pour former sa collection, ce sont des jetons qui, pour les plus récents, datent de l'entre-deux-guerres. Il en a évidemment une majorité qui date du 19e siècle, mais dans de très nombreux bals parisiens, en particulier dans ces fameuses guinguettes de la rue de Lappe, ces bals d'Auvergnat de la rue de Lappe, eh bien, on a continué longtemps à vendre des jetons. Alors peut-être qu'au fil du temps, ces jetons étaient en fait le droit d'entrée et pas le droit de danser un quadrille ou une bourrée, en l'occurrence pour les bals de la rue de Lappe. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se pratiquait. Et je le répète, c'était un usage toléré parce que on dansait un quart d'heure, et puis c'est une danse assez éprouvante, le quadrille. On n'arrêtait pas pendant un quart d'heure d'aller et de venir. Donc, au bout de 4 ou 5 quadrilles, on est un peu fatigué quand même. Et donc, on est bien content d'arrêter là. Et puis, les soirées n'étaient pas... Enfin, les bals ne duraient pas des heures et des heures, donc on rentrait chez soi. Alors, dernière question. Vous en avez annoncé donc, puis il y en a une troisième. Mais jamais 203, c'est très bien. Je suppose que vous parlez de l'opéra avant le bal Musard. Donc, comme je le disais, au début de la monarchie de Juillet, c'est comme sous la Restauration, c'est uniquement le bal d'usage, un bal où on ne danse pas, où il ne se passe rien sur scène. Le public, donc en habit de ville pour les hommes, en robe de soirée avec ou sans domino pour les femmes. Donc le public déambule dans la salle, au foyer, dans les allées, et se livre à l'intrigue. C'est-à-dire, donc, petit mystère, tu devineras jamais qui je suis, voilà. Bon. Deuxième temps, donc, en gros, entre 1834 et 1836, c'est le bal spectacle. Donc là, l'orchestre
la fosse d'orchestre est remplie par les musiciens d'orchestre Musart, et la salle, pardon, la scène est le lieu où se déploient donc des spectacles, alors qui sont très convenables. C'est le corps de ballet, alors pas forcément le ballet de l'opéra, mais disons ce sont des danseurs et ballerines qui viennent donner un spectacle. D'ailleurs, là aussi, un peu exotique, hein, en particulier une année. Alors, c'est pas Fanny Hessler, mais on vient danser des danses basques, le boléro, le zapateado, enfin, la danse du cheval jupon, ce genre de choses. Donc, c'est pas le ballet romantique, on vient pas danser la sylphide, mais on danse plutôt ce qu'on appelle des danses de caractère, mais c'est une représentation. Et puis il y a aussi des tableaux vivants. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Ce sont, comment dire, je dirais, des attractions qui relèvent un peu la soirée. Entre chaque attraction dansée, l'orchestre joue éventuellement des quadrilles, mais vous savez, très souvent les quadrilles, ce sont des arrangements à partir des thèmes des opéras à la mode. Il y a d'innombrables quadrilles sur Robert le Diable, sur Guillaume Tell, sur tous les opéras qui triomphent à la scène. Et fondamentalement, les compositeurs de bal, et Musart fait pas du tout exception, sont des arrangeurs de thèmes à partir des thèmes des grands airs de l'opéra. Ils troussent, si c'est à 2 temps un quadrille, si c'est un 3 temps une valse, etc. Et voilà. Et c'est ce genre de choses qu'on peut entendre. Et il faut donc attendre 1837 pour une première tentative, et surtout 1840 pour que tout ceci soit mis sans dessus-dessous. À ce moment-là, l'orchestre s'installe sur la scène. La fosse d'orchestre est recouverte d'un plancher pour éviter évidemment que les gens tombent. Et les danseurs dansent dans la salle. On a enlevé les fauteuils. Donc il y a le plan légèrement incliné qui, dans le galop, va permettre de renforcer l'effet de bousculade et évidemment de mêlée. Hein, ça se termine en mêlée, le galop. Et puis le public, il est beaucoup moins en foyer, il est beaucoup moins dans les couloirs. Il va et vient entre les loges, sur les 4 ou 5 niveaux de loges, et la salle. On veut regarder, on monte, on veut danser, on va dans la salle. Le bal d'usage, oui, bien sûr. Il y avait un orchestre qui jouait, mais uniquement dans la salle, pas au foyer. Et c'était, je dirais, une musique de fond, un bruit de fond, quoi, donc, qui n'intéressait pas grand monde. Merci. Tout d'abord, c'était passionnant. Et alors, en vous écoutant, je me suis posé une question sur la culotte. Vous savez aussi bien que moi que soit les dames ne mettaient pas de culotte, ou si elles en mettaient, elles allaient jusqu'aux genoux, jusqu'aux pieds, mais elles avaient des besoins, donc les culottes étaient ouvertes. Alors, ces danseuses très licencieuses, est-ce qu'elles portaient des culottes fermées ou des culottes ouvertes? C'est vous qui m'avez suggéré ces choses auxquelles je n'y avais jamais pensé. Là, elles ont des petites culottes fermées. Dans le film de Jean Renoir, absolument. Dans ce qu'on peut déceler des gravures et des photographies, on a la même impression. Je pense que compte tenu quand même de la pudibonderie officielle de la société, alors en France on va parler de société victorienne, mais enfin ce que nous décrit, ce qu'analyse plutôt Michel Foucault dans La volonté de savoir ou Alain Corbin dans Les filles de noces, ça donne quand même plutôt le sentiment que on n'aurait pas risqué de mettre de porter ces culottes fendues que vous évoquez, parce qu'alors là, pour le coup, il y aurait vraiment eu beaucoup de femmes qui se seraient retrouvées en prison, oui, tout à fait. Mais je pense que c'était rien que montrer ces sous-vêtements, c'était déjà à l'époque une transgression très très vive. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette réplique du Guépard de Visconti, mais c'est une transposition directe du roman de Lampedusa. À un moment, le prince de Salina s'énerve avec son confesseur jésuite en évoquant le fait qu'il a fait 5 ou 6 enfants à son épouse sans jamais avoir vu son nombril.
hein, son nombril. Donc je pense qu'effectivement, on n'a pas idée aujourd'hui du caractère inaccessible de la corporence féminine dans la vie quotidienne au XIXe siècle, enfin en tout cas dans une certaine société, la société bourgeoise bien sûr. Donc, d'où bien sûr ce besoin de compenser par la statuaire, par la peinture et par ce type de spectacle. Mais comment dire, voir des femmes nues, c'était vraiment réservé à des... comment dire, c'était une sorte de marché parallèle. Mais dans un lieu public, ça me semble inenvisageable, vraiment inenvisageable. Il y en aurait eu des traces dans la presse, dans les archives judiciaires, et elles manquent. On sait que dans certaines campagnes, certains curés interdisaient même les danses après la sortie de la messe. Donc je voulais savoir si à Paris ou dans les grandes villes, certains prêtres ont fait des déclarations ou ont proposé. L'hostilité cléricale à la danse, elle remonte au moins à la Contre-Réforme, donc au moins au XVIe siècle. Et bien entendu, dans le climat de restauration religieuse qui commence dès le Concordat, donc dès le Consulat, mais qui évidemment s'accentue sous la monarchie, sous la Restauration, et qui a des résurgences fortes sous le Second Empire, où on parle d'ordre moral. Donc ces dénonciations du bal par le clergé, elles sont très fréquentes. Elles sont aussi assez inefficaces. Le pamphlétaire Paul-Louis Courier, qui a vécu sous la Restauration et qui est mort assassiné d'ailleurs, je ne sais plus exactement à quel moment, mais en tout cas dans les années 1820, avait écrit un texte fameux, Lettre pour les paysans interdits de danser. Je ne garantis pas l'exactitude du titre, mais en gros c'était ça. Alors en réalité, c'était le curé d'une petite paroisse près de Tours qui s'appelle Luynes, qui avait prétendu interdire à ses paroissiens de danser. Bon, certains, peut-être, pour être certains d'avoir l'absolution et de pouvoir communier, lui avaient obéi, mais je pense que s'il avait cru bon de tonner ainsi en chair, c'est qu'il n'était pas vraiment suivi par toutes ces ouailles. Et c'est un peu ça, si vous voulez, l'histoire au XIXe siècle. Là encore, moi j'ai une référence cinématographique qui me vient spontanément. C'est un film de Ken Loach qui est supposé se passer dans l'Irlande de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire quand l'Irlande est devenue effectivement une république, mais une république très cléricale, très, très catholique. Et on voit donc la lutte entre un tenancier de dancing qui est un syndicaliste revenu des États-Unis et le recteur, le curé du coin. Donc c'est sûr que ces oppositions ont été très vives dans certaines campagnes. Je pense qu'en Bretagne, c'est très connu. Et là aussi, dans le livre de Pierre-Jacques Azéliaz, il est fait référence dans un contexte de tension très très vive entre les rouges et les bleus. Donc les rouges qui votent républicains et les bleus qui votent évidemment pour la droite, qui vont à l'église. Donc là, la danse était un thème, je dirais, clivant. La fréquentation du bal l'était tout autant, les châtiments terrestres et célestes dont on menaçait les filles qui allaient au bal et qui évidemment succombaient et évidemment se retrouvaient enceintes, etc. etc. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre énormément dans le monde des campagnes. À dire vrai, à Paris, c'est un discours qui n'a aucune prise. Bien sûr, l'archevêque de Paris pouvait relayer les condamnations du bal. Et vous savez, il y a eu des débats législatifs, notamment autour du thème du respect du dimanche. Vote d'une loi sur le respect du dimanche, le Second Empire. L'idée étant qu'en imposant le respect du dimanche, non seulement on obligeait les boutiques et les ateliers à fermer ce jour-là, mais aussi, bien sûr, les divertissements publics à observer une certaine décence. Mais franchement, à Paris, tout le monde s'en fichait. C'était la ville réputée la plus libre de ton, la plus libre de mœurs, même si, bien entendu, comme je l'ai beaucoup dit, mais je crois qu'il faut y insister, cette liberté, seuls les hommes en profitaient vraiment.
Merci. Pas d'autres questions. Il nous reste à vous remercier vraiment pour cette intervention.